Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du 11 octobre 2024. Dans les actualités de ce jour, deux problèmes doivent être résolus simultanément pour résoudre le problème de l'eau, la production et l'approvisionnement. Pour y faire face, le président Andry Rajoelina a rencontré aujourd'hui les représentants de la Banque mondiale, le ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, ainsi que des experts en matière d'eau. La Banque mondiale a accordé plus de 200 millions de dollars pour aider le gouvernement à résoudre le problème de l'eau. L'objectif est de produire d'ici un an les 100 000 mètres cubes qui manquent actuellement à l'approvisionnement actuel grâce aux infrastructures qui seront d'ici là installées. Le gouvernement renforce les mesures temporaires pour acheminer l'eau vers les Fukuntans. Reportage de Jotikel Ranjenirin et Andora Zanjaipe. Rétablir la situation actuelle de l'eau n'est pas facile. Mais Madagascar n'est pas seul. La Banque mondiale est à nos côtés et est venue rencontrer le président Andry Rajoelina aujourd'hui et le ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène à Yavlou pour agir ensemble afin de changer les choses pour le mieux. En matière d'eau, le gouvernement est confronté à deux problèmes graves qu'il faut résoudre en même temps, la production qui n'est pas suffisante et l'approvisionnement qui ne suit plus. C'est le résultat de l'inaction du pays pendant plusieurs décennies. Car avec l'augmentation de la population dans les années 30, il y a 20 ans, les infrastructures d'eau à Antananarive auraient dû être renouvelées, mais personne n'osait y toucher. Maintenant, le gouvernement va résoudre ces problèmes et le président Andry Rajoelina a montré aujourd'hui, lors de cette réunion, le courage de renouveler complètement la ligne d'approvisionnement et de construire de nouvelles infrastructures. Et en attendant, le problème du manque d'eau dans les Fukuntans sera résolu immédiatement et les citernes ont été ajoutées pour transporter l'eau immédiatement. Il s'agit d'une solution temporaire la plus efficace face à la situation actuelle, a déclaré le ministre de l'eau, car les canalisations d'approvisionnement en eau ont des problèmes et entraînent des pertes d'eau. La livraison directe au niveau des Fukuntans est la plus rapide. À terme, la conduite d'eau d'Antananarive, longue de 78 km, sera réparée afin qu'il n'y ait aucune perte dans le réseau de distribution d'eau. 3 stations de production d'eau seront construites pour résoudre complètement le problème de l'eau dans la capitale, Antananarive. Une infrastructure sera capable de produire les 100 000 mètres cubes qui ne suffisent pas par jour pour le moment pour que le problème ne revienne pas à chaque fois. En revanche, la production d'électricité et l'approvisionnement en eau sont interdépendantes. Lorsque l'électricité est coupée, les machines des stations de pompage sont arrêtées et l'approvisionnement en eau est réduit. Après en avoir discuté ici, la Banque mondiale fournira un financement à cet égard pour acheter des générateurs d'électricité pour les stations de pompage de Dansan, Paralaz, Anjanour, Ambudumit, Voudvourn, Ivat, Lanier, Akadajatum, Pemaswanj, Amboumaïnt, Akadvourbe et Yavlou. Et ceux-ci seront installés immédiatement afin de ne pas interrompre l'approvisionnement en eau. Et l'ouverture du colloque des Sénats d'Afrique visant à la création d'une association des Sénats ou des chambres hautes s'est déroulée hier à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Parallèlement à cet événement interparlementaire africain, la seconde session ordinaire du Sénat ivoirien pour cette année 2024 a officiellement été ouverte hier. Le président du Sénat malagasy, le général Ravalman Anna Richard, a pris la parole à la tribune du Sénat de la Côte d'Ivoire et devant plus de 200 participants venant de 11 pays d'Afrique. Reportage de Mervoulat Sviren. Devant ses homologues africains venus des 11 pays voisins, le président du Sénat malagasy a exprimé la détermination du Sénat de Madagascar à apporter sa contribution dans les échanges et le partage d'expériences en vue de créer une association des Sénats et Chambres hautes d'Afrique. Cette association interparlementaire africaine permettra, selon lui, de protéger l'intégrité et la bonne image des Sénats d'Afrique et de renforcer les liens d'amitié et la coopération interparlementaire au niveau du continent africain. Ce sera aussi une opportunité de redynamiser la diplomatie parlementaire africaine. L'Afrique doit poursuivre son ascension en termes de diplomatie parlementaire et le Sénat ou la Chambre haute a un rôle crucial à jouer dans cette avancée majeure que nous voulons atteindre. De surcroît, l'intégration régionale sur le continent africain doit être renforcée davantage car c'est un gage de développement de nos pays respectifs. En outre, les Sénats ou Chambres hautes africaines, en tant qu'institutions des notables et des sages,
doivent avoir des rôles incontournables pour relever les défis de notre continent, à savoir la préservation de la paix intérieure et de la paix extérieure de chaque pays, la lutte contre la famine et la pauvreté, les impacts dévastateurs du changement climatique, les efforts pour développer l'utilisation et l'exploitation des énergies renouvelables, le respect et la préservation de la démocratie, ainsi que la promotion des droits de l'homme. C'est dans cet ordre d'idées que le Sénat de Madagascar, créé depuis 1959, soutient la nécessité de promouvoir la coopération interparlementaire des chambres hautes et cette création de l'association des Sénats ou chambres hautes d'Afrique. Dans le cadre de cette mission du président du Sénat en terre ivoirienne, le général Ravaloman Richard a également rencontré le président du Sénat français, Gérard Lacher. Ce dernier a été invité spécialement pour partager ses expériences par rapport à l'Association des Sénats européens créée en 2000. Ce colloque se poursuit aujourd'hui, durant lequel le général Ravaloman Richard va exposer la structure et le fonctionnement du Sénat de Madagascar, qui figure parmi les plus anciens Sénats en Afrique. Dans les actualités de ce jour également, une collaboration avec le secteur privé sera mise en œuvre pour réduire le coût de la connexion Internet, selon la ministre du Développement numérique de la Poste et des Télécommunications, Stéphanie Delmotte, aujourd'hui. Des efforts seront fournis pour réduire ces coûts de l'Internet à Madagascar et pour donner plus d'offres dans le pays. Cette réduction sera appliquée vers la fin du mois, souligne la ministre du MNDPT. Il est à rappeler que la hausse du prix de la connexion a été effective au mois de mars de cette année 2024. Et toujours autour du développement numérique, 43 jeunes issus de la région d'Analamangue ont bénéficié de financement à travers le projet Miar et Digital. Le gouvernement malagasy, à travers le projet PIC, a permis d'aider ces jeunes pour le développement de l'entrepreneuriat numérique. Les détails avec Fin de Sénamirai et Yves Janel. Stéphie Ndjiamialtine fait partie des 43 jeunes entrepreneurs bénéficiaires de financement grâce au projet Miar Digital. Son projet consiste à mettre en valeur la littérature à travers une bibliothèque virtuelle. Son entreprise compte 12 employés et 600 utilisateurs sont abonnés à son site web actuellement. Il y a dans son site web des œuvres des écrivains malagasy en malagasy et en français. L'inscription y est totalement gratuite, que ce soit pour les écrivains que pour les lecteurs. 270 dossiers étaient en compétition dans le cadre de Miar Digital, explique le coordonnateur national du projet PIC, Ladislas Adrien Rakutunjazak. Les gagnants ont reçu chacun la somme de 15 000 $, une subvention non remboursable. Leurs projets seront suivis par les responsables selon toujours des explications. Le projet Miar Digital est un projet du gouvernement malagasy et financé par la Banque mondiale. À côté de la Banque mondiale, on est très fiers d'appuyer le secteur digital numérique à Madagascar. On juge que c'est un secteur clé, ensemble avec l'agrobusiness et le tourisme, pour apporter des investissements et créer des emplois. Toujours dans le cadre du développement numérique, un grand salon du numérique se tiendra à Toamas du 21 au 24 novembre prochain. Plus de 12 000 visiteurs y sont attendus. Dans l'actualité économique de ce jour, environ 200 nouvelles voitures électriques sont entrées à Madagascar jusqu'en septembre 2024 selon les données émanant de la douane. C'est un marché en plein essor. Les véhicules disposent d'une autonomie allant jusqu'à 300 km si la batterie est complètement chargée. Les voitures électriques préservent l'environnement et sont exonérées de taxes selon ce reportage de Christelle Rakout-Malal et Yves Janel. Les voitures électriques arrivent à Madagascar. Il existe plusieurs types, dont les voitures utilitaires, des SUV, des 4x4, voire des ambulances. L'importation des véhicules électriques est exempte de droits de douane. Par ailleurs, ces véhicules préservent l'environnement. Selon les chiffres émanant des douanes, environ 200 voitures électriques ont été importées jusqu'à la mi-septembre. Pour un concessionnaire, 70 voitures électriques ont été vendues en un an. Être les premiers à démarrer depuis 2 ans. Donc on a commencé par nous-mêmes, parce que d'abord il faut être convaincu pour être convaincant. Donc ça fait 2 ans que nous, notre flotte, on a commencé à la changer. D'ici fin d'année, on sera à 100% en électrique. Et il y a une raison à ça, c'est que c'est
c'est pas que écologique, c'est économique. Donc c'est vérifier, non seulement on consomme moins de carburant, mais en plus, bien sûr, la maintenance et la réparation, eh bien, revient beaucoup moins cher. Il n'y a pas de vidange, il n'y a pas de filtre, il y a très peu de choses à faire en entretien. Et donc pour nous, c'est notre avenir. En tout cas, nous sommes convaincus. Il y en a d'autres qui espèrent ou qui y croient peut-être, mais pour nous, on est déjà 100% dedans. Une voiture électrique peut parcourir jusqu'à 300 km si la batterie est complètement chargée. À la maison, elles peuvent être alimentées avec un courant de 220 volts, comme les appareils électroménagers. Les voitures électriques peuvent également fonctionner à l'énergie solaire. Le véhicule électrique, c'est technologiquement une avancée. Donc généralement, vous regardez qu'est-ce qui est bien pour vous. Ça, c'est une chose. Et ça, aujourd'hui, le véhicule électrique, nous, on l'a expérimenté, c'est une amélioration. Est-ce que les infrastructures avec les barrages hydroélectriques qui vont se faire se font ou ne se font pas? Nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas l'État, nous ne pouvons pas vous proposer une solution. Mais néanmoins, à notre échelle et à ce qu'on peut vous faire, c'est de vous proposer de mettre des abris solaires. Aujourd'hui, nos véhicules électriques, nous les rechargeons avec des abris solaires. Le prix d'une voiture électrique varie entre 55 et 250 millions d'ariars et elles sont disponibles auprès de nombreux concessionnaires de voitures neuves. Elles sont également plus faciles à entretenir que les véhicules thermiques. Aujourd'hui, il y a eu une cérémonie de remise de trophées aux meilleurs vendeurs de voitures et de pièces chez un concessionnaire. Revenons dans la page sociale. Madagascar a célébré hier la Journée internationale des personnes âgées, célébration nationale qui s'est déroulée à Sambave, région Sava. Par ailleurs, diverses autres activités en faveur des personnes âgées se sont également tenues à cette occasion. Le point avec Mirvola Tsviran. La date du 1er octobre a été consacrée par les Nations Unies pour célébrer la Journée internationale des personnes âgées. Le nombre de personnes âgées ayant plus de 65 ans a triplé, passant d'environ 260 millions en 1980 à 761 millions en 2021 dans le monde. Pour Madagascar, les statistiques avancent que plus de 4,5% de la population malgache, soit 144 976 individus en 60 ans ou plus, dont 78,2% vivent en milieu rural contre 21,8% en milieu urbain. Ainsi, la journée du 1er octobre permet au monde entier de renforcer les systèmes de soins et de soutien pour garantir la dignité des personnes âgées. C'est aussi dans ce sens que Madagascar a célébré la JIPA cette année afin de mettre les personnes âgées sur un piédestal pour qu'elles puissent apporter leur expérience de vie en faveur du Fiavan Malagasy, selon la ministre de la Population et de la Solidarité, Aurélie Razafzatouv, lors de la célébration nationale de la JIPA hier 10 octobre à Sambave. Par ailleurs, diverses activités ont été tenues dans le cadre de cette célébration, entre autres le partage d'expériences et diverses sensibilisations, des soins gratuits pour 900 bénéficiaires, du Nufkenam Tapiavanan pour 1700 personnes âgées, ainsi que la distribution de paniers garnis de vivres et de couvertures pour 1500 personnes âgées. Parlons santé, la lutte contre le paludisme et la diminution du nombre de décès des mères et des enfants à la naissance s'est améliorée dans les 14 régions d'intervention du projet MSH en collaboration avec le ministère de la Santé publique. C'est ce qui ressort du rapport de synthèse des 3 projets MSH financés par l'USAID et sous la houlette du ministère de la Santé publique. Le projet s'est achevé en fin mars pour le projet Access. Reportage de Anzar Azanarvelu et Kevin Ravounerson. Les 3 projets de santé menés par MSH sous l'égide du ministère de la Santé publique touchent à leur fin. MSH a travaillé dans 14 régions de Madagascar et 3 projets y ont été mis en œuvre. Les dirigeants du MSH sont actuellement en route pour faire le bilan de ces projets et ils ont exprimé leur satisfaction quant à la collaboration entre le gouvernement malagasy et le ministère de la Santé publique. Dans la foulée, la lutte contre le paludisme et la diminution du nombre de décès des mères et des enfants à la naissance s'est améliorée dans ces 14 régions d'intervention du projet MSH en collaboration avec le ministère de la Santé publique. C'est ce qui ressort du rapport de synthèse des 3 projets MSH financés par l'USAID et sous la houlette du ministère de la Santé publique. Le projet s'est achevé en fin mars pour le projet Access et il faut poursuivre les projets pour permettre une amélioration de la santé publique.
Toujours dans cette page santé, le lupus est une maladie peu connue mais qui peut entraîner la mort si elle n'est pas soignée à temps selon un médecin. Cette maladie est due à une perturbation du système immunitaire et ce sont surtout les femmes à partir de 15 ans et plus qui en sont atteintes selon les explications. Néanmoins, c'est une maladie qui atteint très peu de personnes à Madagascar comparée à d'autres maladies. Jean-Claude Indjemalal nous en dit plus. Le lupus est une maladie classée comme un état physique chez une personne et elle peut être aussi due à la perturbation du système immunitaire. Selon un médecin, elle se manifeste par l'apparition de taches sur le visage, une chute des cheveux pouvant aller jusqu'à la calvitie. Si la maladie s'accentue, la personne atteinte ne peut pas supporter d'être exposée au soleil ou à la lumière, selon un médecin, et ne supporte pas le moindre bruit. La maladie peut même se manifester par des crises épileptiques, selon les explications. Cette crise peut durer des jours selon la vulnérabilité des personnes atteintes de la maladie, explique toujours ce médecin. Dès que les symptômes se manifestent, il faut immédiatement se faire consulter afin de faciliter la prise en charge, indique ce médecin. Pour Madagascar en particulier, une minorité de personnes est encore atteinte de cette maladie comparée à d'autres maladies. Page fait divers, un terrain de 24 hectares, un Tanetbe Ilarv dans le district d'Antananarivo, Avarajan, a fait l'objet d'une vente illégale selon le témoignage des membres de la famille propriétaire du terrain. En outre, le terrain a été vendu à un prix très bas et un groupe de personnes y a érigé illicitement des maisons, explique cette famille. Cette affaire est déjà passée au niveau de la justice et la gendarmerie nationale est déjà descendue sur les lieux mardi dernier, mais les personnes citées comme les auteurs de cette escroquerie ne se sont pas manifestées. Ça, Sylvain nous en dit plus. En seulement 2 mois, plus de 15 maisons ont été construites sur ce terrain, 6 à Antanetbe Ilafi. Des constructions qui, selon la famille propriétaire, sont illégales car elles sont construites sur un terrain qui leur appartient et dont elles disposent de titres de propriété. Selon les informations, ce terrain a été vendu illégalement au prix de 5 millions d'ariars et actuellement, la famille propriétaire ne peut plus accéder à ces terres. Selon toujours la famille victime, cette affaire a été portée devant la justice et elle a toujours obtenu gain de cause. Des demandes d'interdiction de construire ont été déposées auprès de la commune et la gendarmerie est déjà descendue sur les lieux pour s'enquérir des personnes mentionnées dans cette affaire, mais jusqu'à mardi dernier, ces personnes sont introuvables. Dans les actualités internationales, le puissant ouragan Milton a balayé dans la nuit de mercredi à jeudi la Floride d'est en ouest, provoquant des inondations et des tornades mortelles 2 semaines après le passage d'un autre ouragan destructeur. France 24. Ça y est, il est là! Bravant les consignes de sécurité, ce chasseur de tempête filme l'arrivée de l'ouragan. On se casse, restez à terre! Tout le monde dans la voiture! Wow! Milton frappe les côtes de la Floride, affaibli mais toujours dévastateur, avec ses pointes de vent à 200 km/h. L'onde de l'ouragan soulève le niveau de la mer. Ici, l'eau est montée de plus d'1 mètre en seulement une demi-heure. Le sud de la Floride est sous l'eau. Les dégâts sont partout considérables. En pleine nuit, cette grue s'est encastrée dans un immeuble. Le toit de ce stade s'est lui désintégré. Dans les rues, les installations électriques ne résistent pas. 2,5 millions de foyers américains sont à cette heure privés de courant. Quelques heures avant, ce sont ces impressionnantes tornades qui ont balayé la Floride. Ces automobilistes fuient avant d'être rattrapés par ce tourbillon géant. Plusieurs morts sont à déplorer, ont annoncé les autorités, sans plus de précision. Pour l'instant, on se concentre à aider les personnes qui en ont besoin. Vous savez, on se prépare à beaucoup de choses, mais on ne s'attend pas à avoir autant de tornades qui touchent le sol en si peu de temps. C'est tout simplement dévastateur. Les habitants ont reçu l'ordre de se calfeutrer chez eux. C'est ce qu'ont fait ces Français résidant en Floride. C'était compliqué de trouver un endroit où aller. C'est compliqué aussi de partir parce que les routes sont bondées, les stations essence sont souvent déjà vides. Kilomètre après kilomètre, Milton continue sa trajectoire d'ouest en est, 2 semaines après le passage de l'ouragan Hélène, qui avait fait 235 morts aux États-Unis
dont 15 en Floride. Et l'armée israélienne a mené dans la soirée de raids aériens meurtriers sur la capitale libanaise, rarement frappée depuis le début de sa guerre ouverte contre le Hezbollah. Après que les réfugiés affluent depuis le sud, les habitants de Beyrouth disent craindre une nouvelle montée de tension entre communautés. France 24. Cette double frappe qui est intervenue en fin de soirée a touché un quartier qui se trouve à quelques centaines de mètres d'où nous nous trouvons, dans l'est de Beyrouth, le quartier de Ras Al-Naba. Ce n'est pas une frappe anodine et je peux vous dire que l'impact psychologique est extrêmement important. Il y a eu un véritable tremblement de terre. C'est un immeuble neuf qui a été touché, mais c'est un lieu qui est un lieu peuplé par une population musulmane, mais qui est un lieu de passage, un lieu extrêmement peuplé, et là tout le monde se sent absolument visé. Il y a l'université bien connue Saint-Joseph qui se trouve là, l'ambassade de France est à quelques centaines de mètres, donc tout le monde a été extrêmement choqué, surpris par cette double frappe, avec ce bilan, vous l'avez dit, extrêmement lourd. Cela, en tout cas, met en creux ce qui est en train de se dessiner un peu, c'est l'instigation de cette peur intercommunautaire, et c'est certainement là, évidemment, une stratégie de ces frappes israéliennes en plein cœur de Beyrouth qui pourrait réveiller l'un des périls, l'un des fléaux du Liban, qui a connu la guerre civile pendant 15 ans, de 1975 à 1990, cette guerre civile qui est née des guerres ou des peurs intercommunautaires. Très concrètement ici, l'afflux de plus d'1 million de réfugiés venant du sud surpeuple évidemment la capitale libanaise, et pour parler à beaucoup d'habitants de Beyrouth, maintenant on a tout à fait, pour être très franc, très peur d'être assimilé, d'être près de populations de Libanais, d'obédience chiite, puisque on peut être aussi, comme ça a été le cas hier, victime d'une frappe qui serait ciblée sur les chiites. Donc tout cela, évidemment, crée une ambiance extrêmement délétère, extrêmement volatile. Il y a déjà eu, d'ailleurs, il y a 3 jours, des heurts entre réfugiés syriens et déplacés libanais qui en sont venus aux mains dans un quartier de Beyrouth. Donc tout cela montre cette intensité sur place, et qui a été évidemment accrue par cette double frappe qui a touché ce quartier du centre de Beyrouth hier soir. Et c'est dans ce contexte. Pour terminer ce journal, au Mexique, le 1er octobre, Claudia Sheinbaum a pris ses fonctions comme présidente du Mexique. Elle hérite d'un pays où le crime organisé impose encore sa loi dans de nombreuses régions. Une situation préoccupante que son prédécesseur Andrés Manuel López Obrador n'est pas parvenu à juguler. Plus de 30 000 meurtres sont encore commis chaque année, et en moyenne, 29 personnes disparaissent chaque jour sans laisser de traces. La ville de Culiacán, dans l'état du Sinaloa, est devenue le symbole de cette violence endémique. France 24 toujours. C'est une scène devenue quotidienne à Culiacán. Des corps portant des traces de torture jetés sur le bord des routes pendant la nuit et retrouvés au petit matin. Malgré les dispositifs de sécurité renforcés, militaires et blindés à l'appui, depuis début septembre, rien ne semble pouvoir freiner l'horreur des règlements de compte. Pour les entreprises de pompes funèbres, c'est devenu une routine macabre. On attend qu'ils identifient les corps, puis que les familles arrivent pour leur proposer nos services. L'autre jour, mon collègue a été pris dans une fusillade. En pleine identification des corps, les criminels sont arrivés et ont tiré sur les gens. La semaine dernière, j'ai couvert une quinzaine de meurtres, mais on est 5 collègues à se relayer. C'est une guerre fratricide qui coûte très cher aux Mexicains. Le 25 juillet dernier, un baron de la drogue jusque-là très discret, El Mayo Zambada, est arrêté aux États-Unis en compagnie de Joaquín Guzmán López. Le jeune homme est le fils du grand allié historique d'El Mayo, le Chapo Guzmán. Ensemble, ils ont dirigé pendant plusieurs décennies le puissant cartel du Sinaloa. Le fils du Chapo a-t-il livré son associé aux autorités américaines? Rien ne permet de l'affirmer. Mais en attendant, les 2 factions du cartel se sont déclarées une guerre à mort. Les fusillades éclatent régulièrement en pleine ville. Comme celle-ci le 21 septembre, près d'un centre commercial très fréquenté.
L'ancien président Andrés Manuel López Obrador, qui vient de quitter le pouvoir, avait envoyé des renforts pour tenter de calmer les esprits. Je voudrais dire aux habitants de Culiacán que nous avons envoyé les renforts suffisants pour garantir la paix et la tranquillité. Regardez, hier, il n'y a eu que 2 homicides. Mais des journalistes comme Marcos rient jaune en entendant ces discours. Il s'est souvent retrouvé seul dans la rédaction car ses collègues, comme tout le monde... Mesdames et messieurs, ce journal touche à sa fin. Je vous remercie de votre fidélité. Dans quelques instants, vous allez suivre l'émission d'Inkamba Antafchan ou Data avec Jean-Claude André Malal. Sur ce, très bonne continuation sur Viva. Au revoir.